Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. Donc, cette séance un peu particulière, cette conférence un peu particulière, très participative, est née en fait d'une discussion autour d'un verre avec Bettina au mois de juin, autour des jeux sérieux. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on montre quelque chose parce que dans notre domaine, l'agronomie au sens large, l'agriculture, mais en particulier au niveau du développement durable, c'est un outil qui est aujourd'hui beaucoup utilisé avec des formes très variées. Et donc, je me suis mis en chasse de personnes pouvant nous présenter différents aspects de mise en œuvre du jeu sérieux. Et c'est pourquoi, de fil en aiguille, je suis arrivé aux trois intervenants qui vont participer ce soir et que vous présenterez au fur et à mesure de cette soirée. Donc, on a prévu d'abord, pourquoi est-ce qu'on est parti là-dessus, hein, j'aime bien cette citation qui est quelqu'un qui a fait sa thèse à l'université de Lorraine en 2015 et qui dit que tout jeu est une modélisation du monde, un symbole qui relie le monde imaginaire et le monde réel, le jeu étant la communication entre ces deux réalités, dont il constitue une réduction appréhensible pour notre esprit. Et vous allez voir qu'au travers des exemples des trois intervenants, cette notion de réussir à rendre préhensibles des phénomènes qui sont tellement larges, qui nous dépassent, et de voir comment on peut agir dessus, et donc avec un prolongement dans le développement durable. Et donc, vous allez voir comment appliquer à différentes situations d'organisation du territoire, de partage de ressources ou de vision du développement planétaire et des choix, des orientations globales, cette définition s'applique. Et donc, si on veut faire une définition du jeu sérieux en introduction, un jeu sérieux, de façon très très large, c'est un jeu dont les objectifs dépassent le seul divertissement. Ce qui fait que ce jeu sérieux, il a une palanquée d'applications en jeu physique, en jeu tangible, et aussi en jeu vidéo. Et le secteur du jeu vidéo, quand on regarde sur les prospectives qui sont là, en termes de développement de jeux vidéo sérieux, c'est un marché qui est assez énorme et qui est en très forte croissance. Alors, les apports sont essentiellement pédagogiques, mais peuvent être aussi de nature d'intervention, d'accompagnement d'action collective, à message ou de découverte. Et les jeux qu'on va vous présenter ce soir, ou l'axe que l'on a pris pour les conférences, c'est plutôt de travailler sur des jeux d'intervention et des éléments de découverte, de compréhension de phénomènes. Pour ça, on va avoir, donc dans la structure d'abord du jeu sérieux, hein, et c'est des choses qu'on va pas forcément complètement faire dans la séance de jeu qu'on fera derrière. En fait, elle est structurée en trois phases. Normalement, on met les gens en situation, dans le cadre d'une introduction, pour leur expliquer le contexte dans lequel ils vont agir, etc. Après, il y a une phase d'expérimentation, qui est la phase de jeu proprement dit, qui a l'avantage d'être, entre guillemets, sans conséquences extérieures, mais de permettre d'essayer des stratégies, de mettre en place des choses qu'on ferait pas forcément dans la vraie vie, en ayant trop peur des risques que cela pourrait entraîner. Et la dernière chose qui est très très importante dans le jeu sérieux, c'est qu'il faut toujours une phase de débriefing, une phase où les gens vont capitaliser sur cette expérience qu'ils ont eue en commun de partage de ces choix, de ce développement, de ce qu'ils ont fait dans la phase de jeu. Voilà. Donc, ce qu'on va faire jusqu'à peu près 19h30, un tout petit peu plus, c'est que on va vous présenter trois focus avec les trois intervenants. Et puis après, on fera un moment convivial d'échange pour prolonger la présentation. Et puis, une mise en pratique de quelques jeux, plutôt de divertissement, qui sont en relation avec le thème du développement durable. En fonction de vos choix, on pourra vous répartir sur différentes tables les jeux.
Donc, il y a 3 personnes qui vont intervenir ce soir. Hein. Je vais leur demander de migrer avec moi, s'il vous plaît. Donc, il y a d'abord Philippe Garcia qui va intervenir sur, sur une intervention qui s'appelle Jouer pour décider ce que les jeux de stratégie apportent à la gouvernance environnementale. Après, il y a Tamara qui va nous présenter comment utiliser des jeux pour renforcer le pouvoir d'agir, avec un exemple d'un jeu qui a été développé au sein du CIRAD par quelqu'un qui s'appelle Patrick Daquino, qui s'appelle Terry Stories, et dont CIRAD a fait une version commerciale pour dans une action de développement et d'augmenter le rayonnement de ce jeu-là. Et puis Alexandre Boyer, qui lui est auteur de jeu. Il nous expliquera d'où il vient. Et voilà, et on a des gens qui sont pas de la sphère agro, hein, ou pas complètement directement de la sphère agro ce soir, c'est très bien aussi, c'est de s'ouvrir à des profils complètement différents, et qui est l'auteur de Limite, qui est le jeu qui est installé là, derrière vous, au fond à droite, pour moi, et qui en fait a été conçu comme un jeu de divertissement, qui est édité par un éditeur grand public, et qui sera en vente à la fin de la semaine dans toutes les bonnes boutiques publiques. Voilà. Donc, la première intervention de Claude. Claude, il est professeur de gouvernance forestière en Suisse, à Berne, c'est ça? Tu diriges le collectif qui s'appelle Planète C. Et tu as cofondé une association, LIF, une entreprise pour inspirer le changement. Donc, les 2 initiatives-là, elles mobilisent des jeux de stratégie, l'intelligence collective pour accompagner les transitions écologiques. Et donc, tu es à la fois chercheur, conférencier, tu explores des dynamiques face aux crises environnementales. Tu as publié un texte où tu as fait une présentation la semaine dernière en ouverture de la COP 30, justement sur les dynamiques politiques associées au changement climatique ou à la mise en œuvre des mesures pour atténuer ce changement climatique. Et donc, des travaux qu'on va retrouver dans le monde diplomatique, dans Libération, sur la BBC ou sur les TEDx. Je te laisse la parole. Merci Claude. Merci pour l'organisation, merci à tous. Juste je ne sais pas si on a souvent réussi à faire passer dans un journal comme Libération. Si tu peux rester juste un peu vers le centre là pour que les gens qui sont là avec la caméra puissent te voir. Mais on a réussi ça au mois de mars et on a une page entière dans Libération qui raconte comment on a fait jouer les gens. Je reviendrai là-dessus parce que c'est assez amusant. Sans le vouloir, on a rejoué les Gilets jaunes avec les hauts fonctionnaires français. Enfin, on reviendra là-dessus. Donc, je suis pas ingénieur agro, mais je suis quand même un peu cousin. Hein, on a des gènes. Je suis passé par les MIREF, par AgroParisTech aussi plus tard. Et donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille en Suisse. D'abord à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, et maintenant, depuis 5 ans, à la Haute École Spécialisée Bernoise, donc c'est des sciences appliquées. Je vais vous parler, j'ai réduit le titre, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est changer les règles, et aider à changer les règles. C'est en fait ça l'objectif. Donc, c'est très facile, et la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, c'est j'ai une idée de jeu pour sensibiliser, pour éduquer, et c'est pas vers moi qu'il faut se tourner. C'est pas ça qui m'intéresse. Il y a des gens qui font ça très très bien, ça marche très très bien, et j'utilise mes jeux dans le contexte éducatif. On l'a fait à Dauphine, on l'a fait à AgroParisTech, on l'a fait à l'ETH de Zurich, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Alors, je voudrais vous montrer d'abord. Donc, je dis, je suis forestier, je travaille sur les questions forestières. Cette photo, c'est à Glasgow, à la COP, c'était il y a 2 ans, je crois. Et ça, c'est la déclaration des leaders de Glasgow sur les forêts. Et à peu près au même moment où on faisait cette grande déclaration internationale, il y a cet article qui a été publié dans PNAS, et je vous laisse lire le titre de l'article, ça parle de lui-même, hein, c'est « Les traités internationaux ne fonctionnent pas ». Alors ça, c'est une analyse evidence-based review, donc c'est à peu près le standard le plus haut sur l'évidence que l'on puisse construire. 250 études passées au crible, et voilà, et ben, c'est un constat. La diplomatie internationale ne fonctionne pas, sauf quand ce sont des traités commerciaux avec des clauses obligatoires. Tout le reste, c'est une perte de temps. Donc ça, c'est intéressant, voire même contre-productif.
Et en fait, c'est la constante de mon travail, c'est on annonce des choses, on veut des choses, on affirme des choses, et on passe à côté. Alors, au bout d'un moment, quand vous commencez à retrouver ce processus dans une ferme, dans une plantation de café, dans une entreprise, dans une chaîne de valeur, dans un pays, sur la planète, ça pose question. Comment ça se fait? Ce que je vais vous présenter là très rapidement, nous l'avons développé dans 3 articles qui ont été publiés en 2020, 2021, 2022. Alors je sais, hein, personne ne lit les articles scientifiques, c'est pas fait pour. La blague, c'est 5 personnes qui le lisent, dont la maman du premier auteur. Vous connaissez la blague. Mais n'empêche que voilà, en 2020, on a annoncé que le problème de la forêt dans le monde, c'est une affaire humaine, autrement dit, c'est dans nos têtes, et c'est surtout notre point aveugle. On parle, on a des modèles, et on oublie de regarder comment les humains réfléchissent avec ces modèles. Et donc, voilà, ce point aveugle, c'est la décision humaine. Cet article, le deuxième article, c'est peut-être le plus important de ma carrière à ce jour. Il a été publié dans une très mauvaise revue parce que toutes les autres l'ont refusé, mais c'est quand même celui dont je suis le plus fier, dont nous sommes le plus fiers. C'est Choices We Make in Times of Crisis, puisque nous l'utilisons pour présenter un modèle, une grille de lecture pour l'humanité. C'est très grand, c'est pas rien que ça, rien que ça. Mais en gros, c'est comment est-ce que j'arrive à échouer? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux? Et on reviendra un peu là-dessus. Et le troisième, c'est ayant compris ça, ce point aveugle, ayant résolu ce point aveugle, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour décider mieux ensemble de la conduite des affaires du monde, que ce soit au niveau de la ferme, du pays ou de la planète? Et c'est ce troisième article, Strategy Games for Environmental Policy Making. Donc j'annonce, et je vous le dis tout de suite, mon objectif, c'est d'utiliser des jeux de stratégie. Je ne parle pas de jeux sérieux, je parle de jeux de stratégie pour que les décideurs comprennent mieux les enjeux, explorent différentes stratégies, ça c'est la deuxième étape, et remettent en cause les règles du jeu. C'est la troisième étape. Donc c'est un objectif de transformation des systèmes, très clairement. Alors, quelques exemples, et ça marche. Et nous avons des exemples. Ça fait 5 ans que nous avons réussi à passer. Ça y est, c'est la fin de mon. Oui, ça marche. C'est ce que je veux vous montrer. Réfléchissez tout simplement à ça dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes, je pense, la plupart d'entre nous, un peu préoccupés par ce qui se passe. Mais si on s'intéresse à la nature, alors ça peut être bon pour la nature. Je ne vais pas préciser ce que c'est. Ça peut être mauvais pour la nature. Et je peux m'intéresser à la société. Je ne vais pas rentrer dans le clivage nature-société, mais ça va être utile. Ça peut être bon pour la société ou mauvais pour la fin du mois. Voilà. Et ben, ces 2 scénarios de toute intervention vont nous créer ces 4 situations-là. Ici, c'est bon pour la société, c'est mauvais pour la nature. En gros, c'est le développement de notre civilisation depuis la fin de l'âge glaciaire. Ici, c'est le monde idéal, où c'est bon pour la nature et c'est bon pour la société, et très peu de gens pensent que c'est possible, n'est-ce pas? Ici, c'est des scénarios de décroissance, et on a des exemples historiques. On a des exemples sur la forêt du Yucatan, avec l'effondrement de la civilisation maya. On a ce qui se passe à Tchernobyl après l'accident. Je ne parle pas depuis l'invasion. Donc c'est là où la nature reprend ses droits et l'humanité se contracte. Et puis il y a des scénarios de Mad Max. Et toute notre difficulté, c'est que à partir du moment où nous pensons que nous sommes dans un jeu à somme nulle, l'humanité décide, eh ben, je choisis entre 2 ou 3, aucun des 2 me fait vraiment kiffer, et le résultat, c'est que nous allons en 4. Pourquoi? Parce que personne ne voit comment arriver à 2, personne ne croit même que c'est possible d'arriver à 2. Notre objectif, c'est d'utiliser les jeux pour voir s'il y a des moyens, avec les règles actuelles, aller vers le 2, et s'il n'y a pas moyen, quelles règles faut-il changer pour pouvoir aller vers le 2? C'est vraiment ça, l'objectif de l'approche. Alors, on travaille là-dessus et tous nos jeux ont cette structure. Terrystories aussi est un peu construit sur cette architecture parce qu'en fait, on a été formé à la même école. On s'intéresse donc aux décisions d'un agent. Cet agent est dans un territoire qui peut être simple ou complexe. On va le représenter. Sur ce territoire, il y a des ressources plus ou moins simples, plus ou moins compliquées, plus ou moins dynamiques. Et surtout, cet agent n'est pas seul, il interagit avec d'autres agents. Donc, on a une société d'agents, certains identiques, d'autres différents. Très bien. Jusque-là, ça va. Et cet agent perçoit son environnement et va pouvoir agir sur les ressources. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une architecture. À la base, ce sont des systèmes multi-agents
ça vient de l'informatique, de l'intelligence artificielle distribuée, mais je peux parfaitement décrire, le cosméjean de cette façon-là. Je peux parfaitement décrire cette salle de cette façon-là. Donc c'est vraiment une grille de lecture très puissante pour décrire un système social et écologique. Mais le plus intéressant, et c'est pourquoi les jeux sont importants, c'est que les décisions de cet agent ne dépendent pas de son entourage, de son territoire et de sa société, mais uniquement et exclusivement de son modèle mental, de ce que l'agent se représente du monde. Si je ne vous percevais pas, je ne vous parlerai pas, même si vous étiez devant moi. Si je ne suis pas conscient qu'il y a ces ressources, je vais pouvoir les écraser et je ne vais même pas le voir. Donc tout l'enjeu, ça va être, et avec les jeux, de représenter non pas le monde, mais le monde tel qu'il est perçu par les agents. Et si on va un cran plus loin, on va pouvoir même représenter la perception que les gens ont de la perception que les gens ont. Et là, ça commence à faire mal. Mais c'est vraiment là que les leviers de transformation vont exister. Parce que bien sûr, je vais essayer aussi de comprendre comment les autres se représentent le monde. Alors, est-ce que ça marche? Voilà, j'ai été joueur pour la première fois grâce à des collègues du CIRAD, Christophe Lepage en particulier, et d'autres, à ce jeu qui s'appelle REHAB, pour Resource and Habitat, et ça a transformé ma vie. J'ai arrêté de compter les arbres, j'ai arrêté de faire des enquêtes de sociologie, et j'ai commencé à utiliser le jeu comme moyen de dialogue principal. Alors ici, c'est avec des communautés indigènes en Colombie pour apprendre à développer ensemble des plans de gestion de chasse. Puis ensuite, ce même jeu a été traduit et repackagé sous une autre forme. Planète C, c'est ce que tu as mentionné. Et si ça vous intéresse, on peut faire des démonstrations. On en fait régulièrement. Bettina a été formée aussi là-dessus sur Planète C. Voilà, donc j'ai commencé, et ensuite, depuis, j'ai essayé de remonter la rivière. Je m'explique. C'était très facile pour moi, en Afrique ou en Inde, de convoquer des fermiers, de convoquer des chasseurs, parce que je suis le chercheur européen qui arrive avec des financements. C'était très, très facile pour moi. Mais ces gens qui sont convoqués, ces chasseurs en Colombie, ces fermiers en Afrique, c'est pas eux qui vont dicter les politiques du marché. C'est pas eux qui vont édicter les règles de, d'accord? Alors eux avaient plein d'idées sur quelles règles il faudrait, mais ce n'est pas eux qui avaient les moyens. Et donc j'explique et je dis, nous avons écrit dans les articles, ce n'est pas les stagiaires qui doivent jouer, mais les décideurs. Si je veux transformer les règles du jeu, c'est les parlementaires, c'est les patrons d'entreprise, c'est les COMEX. Et donc, ça marche à condition de remonter les échelles de pouvoir. Et c'est beaucoup plus difficile d'inviter le COMEX de Total à jouer à un de mes jeux que des agriculteurs à Madagascar. Mais donc, c'est ce qu'on a fait. Ici, vous avez une représentation d'un territoire en Afrique centrale avec tous les enjeux de conservation, de développement, de justice sociale, de biodiversité, de climat, tout ce que vous voulez. Et ce jeu-là a été utilisé et est utilisé dans des processus de prise de décision pour des négociations autour de l'aménagement de territoire, de la gestion des forêts. Le jeu que vous voyez ici, un close-up, c'est un jeu que nous avons fait sur la filière huile de palme, qui est une filière très, très controversée. Nous avons fait ça en 2015. C'est là où nous avons commencé à avoir nos grandes réussites en termes d'engagement, puisque les jeux développés avec les agriculteurs ont ensuite été joués par le comité interministériel de régulation de l'huile de palme au Cameroun, par exemple. On a fait jouer en Indonésie un jeu créé avec les agriculteurs à Kalimantan. On l'a amené à Jakarta et ce sont les officiels du ministère de l'Agriculture qui ont joué le jeu et en jouant le jeu, se sont reçus sur la figure les règles que eux-mêmes, en tant que fonctionnaires, avaient édictées. Résultat des courses, ils ont changé les règles. Oui. Il faut 5 ingrédients pour que ça fonctionne. Le premier ingrédient, c'est que le jeu doit bien représenter les contraintes du système. Sinon, on se plante et c'est dangereux. Le deuxième, c'est ce que tu as dit, la session doit être facilitée. On ne peut pas le lâcher dans la nature, c'est très compliqué à gérer pour les gens qui découvrent et les apprentissages peuvent être un peu douloureux parfois. Donc il faut nécessairement de la facilitation et de la facilitation compétente. Ces deux choses-là sont sous nos contrôles et on sait le faire. Les 3 autres ingrédients, c'est pas sous notre contrôle et c'est le plus difficile.
Il faut quelqu'un qui convoque à la session. Il faut quelqu'un qui ait le pouvoir et l'autorité de dire, venez, nous allons jouer à un jeu pour essayer de changer les règles du jeu. Il faut que quelqu'un qui soit capable de s'exposer à ça et à prendre le risque. Il faut que les joueurs viennent et que ce soit pas les assistants parlementaires, mais bien les parlementaires. Et il faut le temps, parce que ce sont des jeux compliqués, complexes, et les scénarios à explorer, vite. Alors, par 20 minutes, on a développé des ateliers où on avait 5 jours pour jouer, décortiquer, repenser, refaire, décortiquer, jouer une deuxième fois, et puis on arrête de jouer et on discute qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait les processus de changement. Voilà. Mais c'est du temps qui va éviter des années de blocage. Bon, c'est pas cher payé. Mais il faut que cette personne appelle à l'organisation. Donc, 5 conditions. Moi, ça longtemps? Oui, je sais pas, on va gérer. On va gérer. Donc voilà, ici c'est le comité interministériel de régulation de l'huile de palme au Cameroun qui se prête au jeu. Alors ce sont tous des hauts fonctionnaires ou des représentants des hauts placés dans la filière et qui se sont prêtés au jeu pour explorer différents scénarios. Ici c'est le jeu de tout à l'heure utilisé en 2022 au Gabon dans des dialogues organisés par FSC International, la certification forestière, pour redéfinir comment une concession doit être gérée en mettant sur un même plan les communautés locales, les représentants d'entreprises et le gouvernement. Et notre plus grand succès, je vous parlais de cet article dans Libération, il y a 1 an et demi, les économistes de l'Agence française de développement nous ont approchés et nous ont dit, on a un problème. La Colombie, qui est un pays fascinant, la Colombie a décidé de sortir du pétrole. C'est une décision du président Petro, qui est le seul président d'un pays producteur de pétrole à avoir signé le traité de non-prolifération des énergies fossiles. Donc une décision, une orientation politique très très forte. Et les modèles macroéconomiques des économistes montrent que ça va être compliqué et que les ministères ont intérêt à se mettre d'accord pour créer cette feuille de route. Et les modèles macroéconomiques n'arrivent pas à convaincre personne. Les gens ne les comprennent pas, et ceux qui les comprennent n'arrivent pas à faire passer leurs idées. Donc, ils nous ont dit, est-ce que vous pourriez pas construire un jeu qui puisse accompagner la modélisation macroéconomique? Est-ce que vous pouvez faire un jeu sur un pays? Et on leur a dit, on n'a jamais fait, mais on va essayer. Ça nous a pris 6 mois. Ce jeu s'appelle PowerShift. Il a été utilisé, on a fait 9 sessions avec 200 hauts fonctionnaires représentant des grandes entreprises en Colombie, 50 institutions, dont 5 ministères. On est arrivé jusqu'au niveau des cabinets, des vice-ministres. Il nous a manqué encore 2 crans pour toucher les ministres. Mais on n'était jamais arrivé aussi loin. Et ça fonctionne. Et les gens se prennent le mur parce que le jeu est très difficile. Jusqu'à présent, aucun des jeux n'a montré le chemin pour sortir du pétrole sans avoir une crise majeure sur les bras. Et ça, c'est aussi un élément important. Quand on construit le jeu, nous ne savons pas quelle est la solution. Nous ne faisons pas le jeu pour montrer aux gens ce qu'il faut faire. Nous faisons le jeu pour que les gens, ensemble, trouvent les chemins vers le 4 que je vous disais tout à l'heure, le scénario 4. Et peut-être que ce n'est pas possible avec les règles du jeu. Et peut-être qu'il va falloir changer les règles du jeu. Et c'est cette discussion qu'il faut avoir. Oui, merci. Le scénario 4, je n'ai tout ça. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Donc voilà, c'est possible de faire jouer des puissants. Et ils y trouvent leur intérêt. Et ils sont surpris que ça fonctionne. Et quand je le dis, les gens me disent, oui, mais moi, je ne vois pas inviter mon patron et mon CEO. Eh ben, il va bien falloir que quelqu'un les invite. Parce que c'est eux qui doivent le faire. Voilà. Et en fait, ce que je veux dire, c'est pour ça que j'utilise pas, moi, les jeux sérieux. Parce qu'après une journée à phosphorer sur des problèmes extrêmement difficiles, regardez les sourires que l'on trouve autour de la table. Ces sourires, je vais les trouver au village, en Afrique et à Bruxelles. C'est la même satisfaction d'avancer ensemble en intelligence collective. On ne diminue pas les enjeux de pouvoir, on ne diminue pas, on les fait pas disparaître, les égoïsmes, les trahisons, les lâchetés, tout ça, ça fait partie du système, mais on apprend à les dépasser ensemble. Et c'est ça peut-être la leçon la plus forte que je voulais vous communiquer. C'est pas facile, mais avec ces 5 ingrédients, on y arrive.
Et lorsqu'on a amené le jeu colombien ici en France, je vous ai dit, nous avons rejoué les Gilets jaunes. Et la conclusion que les gens m'ont dit, c'est il faut qu'on rejoue parce qu'il faut qu'on réapprenne à décider ensemble. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, oui. Tu peux nous redonner, juste par rapport aux autres questions après, nous redonner le nom du jeu que tu as cité, c'est juste pour les noter. Alors, il y en a un paquet. Planète C. Voilà, Planète C. Les réels, le débat, Ouais. Maintenant, on est alors, Mindset. M-I-N-E-S-E-T. Mindset. PowerShift, celui sur la Colombie. Et le dernier que j'ai passé sur l'île de Palme, il s'appelle Copalcam. 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 Il est compliqué. Copalcam. Et celui sur la forêt, c'est Mindset. Mindset. Merci. Merci beaucoup, Claude, pour cette intervention. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Et puis après, on va essayer de poursuivre et on discutera plutôt largement. Vas-y. Moi, j'avais deux questions sur l'usage des jeux. D'une part, bon, moi, j'ai fait, comme tout le monde, pas mal de diagnostics dans des communautés forestières, en Indonésie notamment. Alors, comme tu dis, hein, on a dans certains sociaux, quand même, des fois, on fait un petit peu mieux. Des fois, on arrive à faire quand même du participatif où les gens manipulent des objets, enfin, voilà, avec des représentations de monde, comme tu disais. Voilà, je voudrais savoir un petit peu quel est l'usage de ces jeux pour faire des diagnostics participatifs donc sur des problématiques de ressources, par exemple, pour un projet, tu vois, pour faire, voilà, finaliser un projet. Et l'autre question, si je me fais l'avocat du diable, je dis qu'il y a des situations où les décideurs s'en battent les couilles, excusez-moi, de la nature et de la société. Et dans ce cas, moi, je crois quand même aussi au rapport de force. Hein, les décideurs sont pas tous bien intentionnés. Et donc, à ce moment-là, est-ce que ça peut être utilisé, par exemple, vis-à-vis d'une communauté ou d'un groupe, tu parlais de Gilets jaunes, pour une prise de conscience de, va peut-être falloir que nous, on s'occupe de forcer les décideurs à changer de règles. Et donc, à ce moment-là, c'est un message en termes de mobilisation. Je ne vais pas y répondre parce que tu as pas mais la réponse. Sinon, sur le diagnostic, donc, alors, les diagnostics que j'ai vus, souvent, quand on fait une carte participative, déjà, c'est très bien. Oui. Déjà, c'est très, très bien. On a besoin des jeux à partir du moment où on veut avoir la profondeur temporelle. D'accord. Parce que le jeu, en fait, une séance de jeu, c'est une simulation de modèle. D'accord. Et donc, si je joue une fois, je vois une trajectoire possible. Mais ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est d'avoir le faisceau des trajectoires. D'accord. Donc, à partir du moment où la question de la trajectoire temporelle n'est pas centrale au diagnostic, on peut s'en passer. Par contre, si on veut voir ce qui arrive, alors donc, pour une préparation de projet, pour simuler, par exemple, différents choix qu'il y aurait sur un projet de développement ou autre. C'est la question de la divergence. Ça va être très intéressant. Tu peux répondre quand même. Hein. Ouais, non, mais attendez. Je vais faire le maître du temps. Moi, j'ai les deux dernières questions, les deux, trois questions, et après, on passera. Une question sur le petit graphique, là, Oui. le 3-4. Ouais. On a choisi un axe société. Est-ce Oui. que c'est pas plutôt un axe économie? Alors, dans la mesure où souvent, la société est perçue par les modèles, et on citait l'exemple de l'AFD en Colombie, par uniquement l'axe économique qui vient phagocyter toutes les autres complexités. je me suis bien gardé de définir ces axes. Parce que la nature, ça pourrait être la biodiversité ou le carbone, par exemple. Ça pourrait être, donc chacun de ces axes est multidimensionnel. Et effectivement, peut-être que pour moi, c'est le GDP, enfin le PIB qui est intéressant, et peut-être que pour Tamara, c'est le bonheur à la bhoutanaise, je sais pas. Donc, oui, on pourrait utiliser ces schémas et comprendre ces dimensions de différentes façons, absolument. Donc, tu as dit qu'effectivement, on pouvait, à l'issue du jeu, ne pas avoir de solution. Oui. Mais à ce moment-là, il faudrait changer de règle. Deux questions, c'est est-ce que le fait de ne pas trouver de solution veut dire que les participants vont dire bon, c'est bon, c'est foutu, on va tomber. Et la deuxième chose, c'est que est-ce qu'on peut pas avoir aussi des moments où il n'y a pas de solution? Alors, c'est là où la facilitation, elle est importante. Et en fait, c'est là où il y a la notion de méta-jeu. Si on ne joue qu'une fois et qu'on ne trouve pas la solution, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'on l'a pas trouvé. On est bien d'accord? Si je commence à avoir fait jouer une centaine de fois et que personne n'a trouvé, ça commence à être préoccupant. Mais il y a toujours cette phase de débriefing, il dit, mais qu'est-ce qui vous a empêché? Sur les 9 sessions en Colombie,
À aucun moment, les joueurs ont voulu tester le surendettement. Donc, pourquoi un dogme? Il y a un dogme économique de rigueur budgétaire, et donc ils se sont eux-mêmes enfermés dans une règle du jeu. Les Français n'ont pas fait ça. Donc, il y a des déterminants culturels. Donc, voilà. Et ça, un facilitateur peut dire, attendez, regardez, vous ne trouvez pas de solution, mais regardez, il y a plein de leviers que vous n'avez même pas essayé d'approcher. Voilà. Donc, faut pas laisser les gens être abattus lorsque ils ne gagnent pas le jeu. Il y a ce processus-là. Il est distrait, peut-être. Oui. Une dernière. Non, j'ai quelqu'un qui veut se connecter et qui n'arrive pas à se connecter, donc je règle des problèmes techniques en même temps. Oui. J'ai une question. Pardon. Euh, Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci. Rapidement, une question pour pas perdre de temps. Ce que je comprends, c'est que vous créez des jeux en fonction des situations Oui. Systémiques. C'est-à-dire que c'est ça. Oui, mais ce qui est très surprenant, et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ces modèles-là, ces types de modèles ont une particularité, c'est qu'ils sont très génériques. On sacrifie la précision, et en sacrifiant la précision, on gagne en généricité. Mon modèle sur l'huile de palme au Cameroun, il jouait avec des producteurs de sucre au Honduras, et ils me disent, mais c'est parfaitement notre réalité. Je leur dis, non, c'est le Cameroun. Et ils me disent, si, c'est notre réalité. Donc, on peut étirer le champ d'application du jeu de façon très surprenante. D'accord. Une dernière question dans la salle. Et du coup, oui, on revient à ma question qui était quelque chose, c'est tellement une modélisation du monde, donc des raccourcis et des choix qui Oui. sont faits. Oui. Est-ce que c'est arrivé que ces choix-là sont remis en question par les joueurs? Tout le temps. Tout le temps, alors tout le temps au début. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase, ça fait partie du design du processus. On fait du prototype, on fait des prototypes. Les premiers jeux sont très mauvais, très faux. Et avec chaque session de jeu, ça s'affine. Il y a un moment, ce qui est magique, et les gens le disent presque à chaque session, Tamara, c'est ma réalité. Et cette phrase, elle prend, par exemple, c'est plus on joue, plus ça ressemble à la Colombie. Voilà, donc ça veut dire qu'on a bien capturé le monde tel qu'il se le représente. Pas qu'on a bien capturé le monde, mais on a bien capturé le monde tel qu'il se le représente. Et ben, si plusieurs joueurs vous disent ça, vous pouvez estimer avoir une représentation acceptable de la société. D'autres personnes pourraient éventuellement challenger ça. Mais au bout d'un moment, le jeu se stabilise avec ce genre de feedback. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à attraper suffisamment de temps de CIO pour que eux aussi mettent leur input. Voilà. On continuera autour tout à l'heure ou après les présentations de Tamara et d'Alexandre, parce que sinon, on va complètement dépasser le temps. Il y a plein. Voilà. Non, c'est bon. Vas-y, c'est. Non, il doit y en avoir 4 ou 5 en plus. Il doit y en avoir 4 ou 5 en plus. Ben, attends, faut que je mette la souris sur la zone et. Ça, il faut pas se passer. J'allais les passer directement. Sinon, voilà, vous avez échappé à tout ça. Voilà. Donc, Tamara, elle est consultante et sociologue. Elle a travaillé dans la formation et l'animation auprès de plein d'ONG et d'associations, CIRAD, ONFI, GIZ, qui est une association allemande qui fait du développement agricole, une très grosse coopération, très grosse association de coopération. Voilà. Et en France, tu es à la fois membre du bureau de l'association Comote, tu nous expliqueras un petit peu ce que c'est, et tu t'occupes d'une ferme associative. Voilà. Et foyer président de foyer rural. Voilà. Normalement, ça doit marcher. Il suffit d'appuyer sur le. Non, c'est le bouton. Ah oui, pardon. Voilà. Oui. Voilà. Alors, lui, du coup, moi, j'ai un peu de la sociologie. J'y connais un peu plus, rien à l'agro-forêt. Et c'était pas vraiment ça qui m'intéressait d'ailleurs. Enfin, si, mais pas, ça pourrait être ça et autre chose. Et ce qui m'intéressait, c'était la participation. Et je suis venue, voilà, j'ai fait par mes études, j'ai rencontré un chercheur qui était dans ces choses-là, Patrick Daquino du CIRAD, de créer des jeux sérieux pour des projets. Alors lui, il était plutôt sur justement pas le volet, c'est complémentaire à ce que Claude fait, mais sur la base, quoi. Comment les gens renforcer leur pouvoir d'agir, comment les faire, ce que vous demandiez tout à l'heure, les faire se lever et aller en groupe et faire des stratégies ensemble collectives pour faire changer les règles aux décideurs. Et il utilisait des jeux pour ça.
c'est comme ça que je suis rentrée dans tout cet univers. Et maintenant, je suis au bureau de l'association Commode. C'est une association qui de chercheurs beaucoup et aussi de gens à leur compte, qui utilisent les modèles, en fait, des modèles ça peut être des jeux de plateau, ça peut être des modèles informatiques pour faire réfléchir les gens. Le modèle représente leur réalité, on joue leur réalité, les gens jouent leur réalité, et ensuite, on met dans la prospective, on les met un peu dans la peau de décideurs publics. Qu'est-ce qu'ils voudraient dans leur modèle, dans leur réalité changer, comme disait Claude, et comment on peut le tester dans le jeu pour l'expérimenter et surtout pour discuter ensemble, parce qu'évidemment le jeu est simplifié et on ne prend pas en compte tous les aspects de la réalité, mais il nous sert surtout à se regrouper, à discuter ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut agir ensemble pour changer les choses. Alors bon, je passe derrière Claude qui est plein de photos, moi j'ai fait un PowerPoint hyper austère, mais c'est pas grave. Donc, donc je vais vous présenter un jeu avec lequel je travaille beaucoup, qui s'appelle Terry Stories, et qui fait partie de ce réseau Commode et de la posture Commode que je vais expliquer. Il y a 2 sites pour se renseigner, commode.org et terrystories.org, voilà. Et donc, ce jeu, il est né dans les années 90 au Sénégal. Il y avait des chercheurs qui travaillaient sur un plan d'occupation et d'aménagement des sols dans le delta du fleuve Sénégal, et qui étaient en poste. Il y avait des chercheurs en poste sur des temps plutôt longs et qui avaient le temps de faire tous ces ateliers et tout ça. Et l'objectif de ce projet, c'était de transférer les compétences, des compétences de l'État aux communautés rurales, aux collectivités locales, pour que ce soit eux les preneurs de décision et non plus l'État central. Donc, comment faire? Ils ont proposé pour ça, ils ont proposé d'expérimenter une nouvelle méthode, et c'est la première fois qu'ils le faisaient. C'était 2 chercheurs du CIRAD, 3 chercheurs, Christophe Lepage, Patrick Daquino et François Bousquet. Et ils ont proposé d'utiliser un mix entre jeu de rôle et support informatique, avec un logiciel qui s'appelle Self-Formas, mais peu importe. Et pour aboutir ensemble avec les paysans, les collectivités locales, à une représentation partagée de leur environnement, des rapports de force, des règles collectives qui sont mises en place. Donc la première étape, ça a été une cartographie participative classique avec les paysans, où les gens ont représenté non seulement leurs activités, mais aussi les règles associées aux activités. Par exemple, la transhumance se fait à telle époque, on n'a pas le droit de rentrer dans cette zone-là avec les animaux, les champs, bon bref, les règles qu'ils avaient entre eux, donc de les mettre sur une carte tous ensemble et de se mettre d'accord dessus. Ensuite, il y a eu une deuxième étape où ils ont créé un jeu à partir de ces règles. Donc, ce jeu ressemblait à ça, c'était avec du papier, et voilà, c'était de briques et de broc. Et les participants pouvaient simuler leurs activités telles qu'ils les avaient caractérisées la veille, et on se rendait compte que ce qu'ils avaient dit la veille comme règle, des fois, c'était pas ce qu'ils jouaient. En fait, il y a des règles qu'on dit c'est ça la règle, mais en fait, c'est pas ça qu'on fait dans la réalité. Et donc, pourquoi on fait pas ça? Il y avait tout un questionnement là-dessus sur les règles, en fait. C'est quoi les vraies règles? Les règles pourquoi on applique les règles locales et pas les règles qu'on va nous dire, c'est ça la règle. Ensuite, il y a eu un passage à l'informatique où toutes ces règles, ils les ont modélisées en support informatique. Je vais un peu vite sur tout ça, mais en gros, ça servait pour ensuite le dernier jour à faire de la prospective. Donc voilà, on a modélisé de manière avec l'informatique vos règles. Maintenant, on n'a qu'à changer les règles et voir ce que ça donne. Donc, on change les règles et on voit sur 10 ans, l'informatique, là, on peut voir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce que ça donne de manière, c'est un modèle très simple, mais ce que ça peut donner si on privilégie telle règle plutôt qu'une autre. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une enquête 6 ans plus tard où des aménagements, des choses qui ont été décidées par les participants dans le jeu ont vraiment été construites dans la réalité et mises en place dans la réalité. Donc là, c'est un peu la jeunesse de Terry Stories qui ne s'appelait pas encore comme ça et qui, 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, on a décidé, donc là, je commençais à bosser avec ce chercheur déjà, et on a décidé d'en faire un jeu de plateau et puis avec des papiers, et d'en faire un jeu un peu générique, avec les mêmes supports, c'est-à-dire un jeu très simple avec un damier, toujours les mêmes sortes de pions, des pions qui sont pas du tout figuratifs, et qu'on peut adapter à chaque projet. En reprenant la même base de matériaux et la même posture d'animation, on peut adapter le matériel à chaque projet. Donc, quelle est la posture dont j'arrête pas de parler? Je vais tout mettre d'un coup. Donc, c'est la première chose, c'est que l'outil est co-construit. Alors, dans l'idéal, avec les
on travaille beaucoup avec des paysans en fait, et des agriculteurs, donc il est co-construit avec eux, mais souvent il est plutôt co-construit avec nos animateurs locaux qu'on forme et qui sont des gens du terrain, qui sont des gens qui habitent sur les terrains où il y a les problématiques sur lesquelles on travaille. Et du coup, on est tout le temps en train de l'adapter, on le construit avec les animateurs. En même temps qu'on construit le jeu avec les animateurs, ils se forment au jeu. Et puis, on va le tester avec eux sur le terrain, on le change, et il y a toute une phase assez grande de construction du jeu sur le terrain. On ne le construit pas en dehors du terrain en général. Donc les animateurs, ils se forment en même temps à une certaine posture que je vais détailler après. Et c'est quoi le but en fait de cet outil? C'est de favoriser de la multiplicité des points de vue et de les faire discuter ensemble. Donc c'est vraiment mettre autour de la table des gens qui sont sur le même territoire et qui sont avec les mêmes ressources, mais qui ont des intérêts différents. C'est un peu les arènes de Olivier de Cerdan, ou qui ont des façons de faire différentes, ah pardon, parce que je vois un singe tout d'un coup sur les. Donc des intérêts différents, mais c'est pas grave, je peux poser sans voir. Alors, c'est parce que t'as. J'ai fait quelque chose. Non, non, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Et on se base beaucoup sur les savoirs locaux. On va pas apporter une expertise de chercheur. C'est pour ça que j'ai dit au début, j'y connais rien à la forêt. Je vais pas dire c'est comme ça qu'on doit faire, ou il faut pour la gouvernance, c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux d'être participatif que de faire ci ou ça. Mais c'est vraiment de se baser sur les savoir-faire locaux. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'impliquer, d'impulser ce qu'on appelle une stratégie d'engagement, que les gens, à la fin de ces ateliers, ils aient envie de continuer le processus collectif après les jeux. Et pour ça, il faut qu'ils se sentent impliqués avec leur propre système de valeurs. On sait très bien que quand on apporte des solutions clés en main à des gens qui viennent d'ailleurs, les gens ils vont bien écouter, ils vont se passer intéressant, mais c'est trop déconnecté et qui vont pas forcément s'en saisir, même si on sait que c'est mieux d'utiliser cette espèce de variété de riz qui pousse plus vite. Ben non, en fait, on sait tout ça. Et donc le but, c'est de s'appuyer vraiment sur les savoirs locaux à cause de ça, pour que ça vienne des préoccupations propres des gens. Voilà. Je pars un peu vite, parce que j'ai l'impression que je peux rattraper Claude. Donc, comment on forme les animateurs? On apporte du matériel, on va faire un peu genre dit, et on joue une ancienne version du jeu pour que les gens s'approprient le matériel, c'est-à-dire une version sur une autre problématique, mais que voilà, les gens jouent, voient le matériel, et puis on pense avec les animateurs à l'adapter à la problématique, et la formation se fait en jouant, toujours en jouant. On fait les premiers tests en interne, en général avec les équipes des projets, et ensuite on finalise en testant dans des villages tests. Et on continue, et là, on finalise d'adapter l'outil, qui va encore bouger après sur le terrain, mais on a un modèle à peu près qui tient la route, qui a été approuvé par des gens sur le terrain. Les animateurs, ce qu'on leur apprend, c'est pas du tout des règles du jeu qu'ils doivent apprendre par cœur, mais plutôt à savoir s'adapter et improviser. On est très, ça s'apparente beaucoup au théâtre forum, et savoir s'adapter, enfin jouer des situations, faire jouer aux gens des situations. Le but, c'est plutôt l'émergence de dynamique collective, favoriser les débats plutôt que respecter strictement que on gagne le temps quand on va sur cette case et tout ça. Si les gens tout d'un coup ils disent bah vous avez pensé que le manioc, mais en fait nous dans notre village on plante du piment, et ben on va introduire le piment, on va s'adapter sur les calibrages, les règles. C'est pas le jeu, il est un peu le support de la discussion, de matérialiser la discussion, mais c'est beaucoup dans l'animation que se passent les choses. Et le but, c'est pas de contrôler l'animation, enfin, c'est plutôt de contrôler l'animation que les animer, enfin, c'est ce que j'ai écrit, mais les participants parce qu'ils dérogent aux règles et tout. Le but, c'est plutôt, voilà, d'empêcher. Souvent, il y a autour de la table, nous, on a les partenaires techniques, les autorités qui sont là et qui veulent imposer aux paysans des pratiques et tout. Donc, c'est essayer vraiment que tout le monde, c'est pas de les faire taire non plus le but, mais qu'il y ait une distribution de parole équilibrée et que les gens puissent s'entendre et s'écouter, surtout ceux qui sont peu écoutés d'habitude. Le matériel, voilà, donc c'est différents projets, mais c'est toujours le même matériel et qui a des significations à chaque fois différentes. Ça peut être une frontière, là c'est des canaux d'eau, là c'est un train. On adapte à chaque fois complètement les choses, mais voilà, on va essayer de penser un truc assez abstrait pour pouvoir l'adapter à chaque fois, et on réadapte aussi les règles à chaque fois. Et donc le jeu, il représente pas exactement la réalité, mais c'est vraiment de mettre les participants en processus d'innovation et qu'ils puissent se saisir du matériel pour dire j'ai une idée, on n'a qu'à faire ça, et de le matérialiser dans le jeu, et ça crée la discussion. Qu'est-ce que j'ai écrit là?
Voilà, j'ai déjà dit, le jeu ne doit pas coincer les participants, donc le minimum de consignes, c'est une simulation libre. En fait, il y a quand même un cadre. On reste dans la problématique, on essaie de recentrer sur la problématique et de faire avancer les gens dans la construction d'une stratégie, dans la construction de propositions, mais à l'intérieur de ce cadre, voilà, on laisse ouvert à la matérialisation des choses, même si on n'y avait pas nous pensé au début. Et donc, comme je l'ai dit plein de fois, donc le but, c'est la mise en place d'une stratégie d'engagement. Le jeu, c'est pour nous la partie la plus visible du dispositif, mais le but, c'est d'impulser quelque chose qui continue après le jeu. C'est de lancer une dynamique interne portée par les gens eux-mêmes pour établir un programme d'action vraiment concrète, une stratégie réaliste et qui puisse se mettre après en œuvre de façon autonome et pas parce qu'on est là à suivre, à pousser et tout, mais que les gens continuent de façon autonome à faire ce qu'ils ont décidé de faire pour changer les règles. Donc, comment on fait cette stratégie et tout? Déjà, la première étape, c'est de repérer en amont les acteurs nécessaires à la mise en place, à la mise en œuvre, après l'atelier, des dynamiques. C'est-à-dire si, effectivement, comme le dit Claude, si on n'a que les paysans, peut-être ça va pas être suffisant pour faire le plaidoyer, pour porter les actions dessus. Donc, il faut inviter aussi les bonnes personnes au jeu, qui puissent ou alors faire en plusieurs étapes. Des fois, on fait jouer les paysans, puis on fait remonter leurs propositions au niveau au-dessus, puis au niveau au-dessus. Et donc, du coup, on demande aux joueurs d'imaginer les actions. Pendant le jeu, ils jouent d'abord leurs propositions et après, on leur demande qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que vos propositions, elles soient prises en compte par les institutions. Donc, il y a une deuxième partie du jeu où on parle de ça. On parle de quelle stratégie mettre en place pour que les institutions s'en emparent. Et on joue souvent une seconde phase où là, on parle plutôt de ça. Quelle va être notre stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire comme réunion? Comment on va voir le préfet? Qui c'est qui s'en occupe? Et vraiment d'imaginer un plan d'action concret pour que les propositions elles soient mises en œuvre. J'ai un exemple après, mais c'est un exemple d'un projet, mais je peux m'arrêter là parce que c'est un exemple qui décrit ce que j'ai dit. Ça me dérange pas du tout. On va plutôt présenter, avoir des questions de la salle et puis on reviendra vous autres. Tu pourras parler tout à l'heure. Pas de problème. Si des gens sont intéressés par un exemple, vous pourrez demander à Tamara. Merci beaucoup de cette vision beaucoup plus appliquée et très complémentaire de celle de Claude. Moi, ce qui m'a fait, je suis joueur de jeux de rôle j'ai dû jouer ma première partie de Donjons et Dragons en 79. Ça me rajeunit pas. Et je trouve dans l'animateur de la session le rôle du maître de jeu. C'est-à-dire, il a écrit un scénario. Mais si les joueurs décident de jouer un autre scénario de ce qu'il a écrit, ben, il doit s'adapter tout en gardant le cadre général de l'aventure, des conditions économiques ou de production du territoire et tout. Et intégrer les idées des joueurs dans la dynamique générale qui se met en place. Ouais. Et ça fait vraiment écho à ça. Question? Moi, je me demandais combien de temps il accompagne le développement d'un projet. Est-ce que c'est vraiment les points de départ? Ou est-ce que régulièrement les gens les reviennent, ils se remettent dedans et voilà. Non, c'est souvent c'est pas le point de départ, parce qu'avant, il y a souvent une enquête diagnostique pour préparer le jeu. Et après, il y a le jeu qui dure plusieurs jours, en général. Hein. Et après, non, ça, c'est plus sous forme de jeu après. Après, ça s'enclenche sur ce qu'on a décidé dans le jeu. Mais ça pourrait, c'est juste que aussi des questions de taille de projet et de coût de projet, quoi, qui font qu'il y a la phase de jeu, la phase d'après. Mais en fait, on pourrait très bien continuer avec cet outil. Voilà. Bettina? Ouais, j'avais une question. Comment t'arrives enfin, ça dure plusieurs jours. Et Ouais. comment t'arrives à fidéliser, entre guillemets, à faire venir les gens, là, surtout si c'est les agriculteurs. Ouais. Parce que moi, déjà, pour faire le coaching ou quoi, sur quelques jours, en général, le premier jour, tu peux avoir du monde. Après, ça dure. Bon, est-ce que, une des règles, c'est d'avoir les mêmes gens autour de la table du début à la fin. Et oui, non. Et sinon, donc, c'est bon. Si oui, comment est-ce que tu fais pour les motiver, pour qu'ils soient là, quoi? C'est pas une réponse hyper éthique. Non, mais en fait, comme disait Claude, on incarne des projets venus là. Il y a toujours l'appât d'y gagner quelque chose. Il y a des perdièmes aussi pour que les gens y viennent. Donc, on leur paye leur. Mais c'est pas forcément des grosses sommes. C'est vraiment des trucs de transport et tout. Ouais, non, mais Mais c'est clair que notre position, elle fait que
que les gens y viennent. Après, en fait, après l'autre truc, c'est que nous, au fur et à mesure des jours, c'est le contraire. Il y a de plus en plus de gens qui viennent, ceux qui ont plus de per diem pour le coup, et ça s'agglomère. Enfin, on se retrouve avec 100 personnes des fois, enfin à la fin des 3 jours qui assistent au Ah ouais, ça, elle paye pour jouer. Et juste, Et à la fin, il paye pour jouer. Oh, non, je veux pas dire. est-ce qu'il y a des questions en ligne? Parce que on voit pas bien, on va prendre les deux dernières dans la salle. Non? Donc, il y a encore 2 questions. Ou 3. Bien entre ça et Terry Story. Ah oui, alors je sais pas jouer à ça. Non, mais si, bah, en fait, j'ai même participé à la création de ce jeu, mais j'y ai jamais joué. Pour le coup, j'ai participé au processus de création, et ça n'a, pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est strictement rien à voir. En fait, BioViva a fait une déclinaison qui porte le même nom, du CIRAD, à un moment où je sais pas bien. Oui, c'est pour la Valo. Le CIRAD a eu un partenariat avec BioViva et ont décidé d'essayer de créer, c'était une expérimentation, de créer une société qui est peut-être très bien. En fait, je n'en sais rien. En fait, c'est ça le truc, c'est que je peux pas en parler. Mais par contre, c'était pas du tout, en fait, pour moi, on peut pas combiner, un jeu en boîte et, un jeu, libre. Enfin, c'est difficile, quoi. Mais c'est technique, c'est pas, alors peut-être tu vas me dire, hein, mais un jeu complètement libre où toutes les règles peuvent changer tout le temps. C'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, mais il y a quand même un animateur. Ouais. Un jeu juste en boîte que tu donnes sans animateur. J'ai pas jamais trouvé, je suis aussi une grosse joueuse et j'ai jamais trouvé ce truc-là. Mais n'empêche que l'action de C'était une communication, tentative, mais moi j'aime pas, mais l'action de communication du CIRAD a fonctionné parce que moi j'ai connu Patrick Daquino parce que j'ai vu paraître Terry Stories et que je me suis intéressé au travail qu'il y avait derrière sur le jeu sérieux. Ouais. Voilà. Et Non, mais c'est, voilà. C'était les moments où, si j'ai bien compris, le CIRAD voulait structurer ou donner plus d'ampleur. oh, ils ont eu cette opportunité et puis c'était intéressant d'y réfléchir. Justement, comment on fait passer ça dans un jeu de société? Moi, j'ai trouvé le projet. Là, alors la dynamique, elle reprend des choses que Patrick défend, c'est que dans ce genre de process, si les gens n'ont pas un intérêt particulier en plus de l'intérêt collectif, ça marche pas. Dans la mise en forme qui est là, les gens, ils construisent un intérêt collectif. C'est un peu rejoint ce que disait Claude tout à l'heure. Ils construisent un intérêt collectif parce qu'ils trouvent aussi leur intérêt particulier dans la structuration. Et le jeu, là, il est structuré pour que chacun ait un objectif particulier qu'il essaye de défendre en même temps qu'un objectif collectif. J'ai deux questions. Une question, c'est est-ce que cette approche a été testée dans un pays comme la France elle-même, plutôt que uniquement des pays où c'est parce qu'il y a un projet avec derrière qui vient structurer un peu l'approche. Et la deuxième question, c'est en dehors de l'aspect, enfin du cas Sénégal, est-ce qu'il y a eu des retours d'expérience aussi sur 5 ans ou 6 ans après? Qu'est-ce qui s'est passé dans une partie de ces autres terrains de jeu? Moi, il se trouve que j'ai accompagné Patrick Daquino au Laos, où j'étais à l'époque pour l'AFD, donc c'est comme ça que j'ai approché le sérieux et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En France, alors, moi, je l'ai fait dans mon village sur une problématique sur le logement, donc rien à voir sur, je viens des Cévennes enfin, j'habite dans les Cévennes et il y a beaucoup de résidences secondaires et il y a une grosse tension autour de ça et je l'ai fait comme ça pour tester justement, je l'ai adapté à cette problématique-là. Et attention, on est dans le parc aussi, bref, ce truc-là. Et voilà, je l'ai fait comme ça dans mon coin. Mais et Commode fait beaucoup de jeux en France qui utilisent cette posture. Mais Terrestre, sinon, il a surtout été testé pays. Mais par contre, Commode, il y a plein de jeux qui utilisent toutes ces postures et ces principes et qui se passent en France. Tu vois, peut-être Dans Cosméjean. Vous avez à Clermont-Ferrand une unité de qui travaille sur des jeux pour la France métropolitaine. Moi, j'ai travaillé en Écosse. Donc oui, c'est pas uniquement pour l'Afrique de l'Ouest. J'avais invité les gens de Gamae parce que je les connais assez bien. On a échangé autour. Il y a la base de données qui font, dans lesquelles sont référencés les jeux sérieux, le mien y est dedans, etc. Donc, j'ai eu un certain nombre de contacts et j'avais testé le jeu pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc. Mais malheureusement, ils pouvaient pas être là avec nous aujourd'hui. J'ai été invité à se connecter par visio. Je sais pas s'ils sont là. Il y a des gens qui sont en visio, mais c'est pas grave. On aura l'occasion de rebondir sur une autre. Mais c'est une initiative très. Vous verrez, il y a un livre qu'ils ont publié aux éditions Quae aussi sur justement la structuration des jeux sérieux.
qui est très très intéressant, que j'ai mis dans la bibliothèque. Voilà. Il y avait encore une. Oui, une question. Une question qui est peut-être embêtante, je suis embêté. En quoi est-ce un jeu? Ah oui. Un jeu, ouais. D'accord. Bah, non. Non, mais oui, en quoi ça dépend comment on définit le jeu. Bah, en quoi est-ce un jeu, c'est que les gens vont jouer un truc ils vont imaginer le futur et jouer des rôles, par exemple, dans Terrace, on peut dire, pour faire ça, il faut qu'on aille voir le préfet et hop, on donne le rôle de préfet à quelqu'un et on simule l'interaction du préfet. Donc, il y a double sens pour moi du jeu. Il y a le jeu au sens, il y a un plateau, il y a des petits pions et il y a quand même des calibrages au début. En fait, il y a quand même, pour se mettre dedans, il faut mettre des calibrages. Donc, il y a des calibrages avec le manioc qui pousse comme ça. Là, il y a là, c'est l'été, là, bon, voilà, les saisons qui passent. Il y a quand même des calibrages qui volent ensuite à fond en éclat parce que les gens se sentent à l'aise et improvisent. Mais donc, on part quand même d'un jeu construit comme un jeu avec des dés et tout ça. Et il y a le jeu au sens théâtral, c'est-à-dire, un jeu de rôle plutôt, imaginer l'imaginaire, en fait, se mettre dans la peau d'eux et simuler la simulation, en fait. Plus en sens simulation. Mais c'est pas un jeu dans ce sens-là. C'est pour ça que je disais c'est pas un jeu. Alors, C'est pour ça que ça peut être un jeu. T'as une autre réponse. Ça peut être un jeu aussi dans la dimension que l'on donne du jeu, des théories du jeu. Alors, je les connais pas toutes et toutes en détail, mais on définit le jeu comme étant un espace qui est isolé de la réalité et du temps, qui fait ce qu'on appelle un cercle magique, qui permet de jouer des choses ou de mettre en œuvre des choses qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre dans la vraie vie. Et donc, le fait de savoir que les actes que l'on pose dans ce jeu-là, dans cet espace-là, dans cet espace-temps-là, n'ont pas de conséquences directes dans votre réalité, ça permet de tester des hypothèses, de faire des choses qu'on n'aurait jamais même osé commencer à faire si on pouvait plus revenir en arrière dans la réalité. Ouais, dans un Et donc, et alors après, il y a des gens qui disent que le cercle magique, il est complet et donc fermé et que ça n'a aucune conséquence sur la posture des gens et la réalité. Et puis, il y a des gens qui disent que c'est pour eux, et on est plutôt de ceux-là, hein, et on va en discuter avec Alexandre derrière, pour dire que non, quand on fait ça, les attitudes, elles mettent en œuvre des attitudes que l'on reproduit après. On discutait en préparant cette session hier, en disant, vous savez que le Monopoly a été fait comme un jeu pour dénoncer le capitalisme. Hein, par une américaine qui était un petit peu anarchiste, etc., qui a voulu faire un jeu qui dénonçait, qui a été repris. Mais dans les attitudes que les gens ont quand ils jouent au Monopoly, ils ont des attitudes capitalistiques, d'accumulation et tout. Et ça dit quelque chose de la société. Quand j'ai créé une circulo, j'ai créé une circulo sur le bouclage des cycles en agriculture. Parce que ce qu'on appelle les jeux à moteur, les building engines en anglais, quand vous lisez toutes les théories des game designers, il y en a pas mal, ils vous disent que pour que les joueurs prennent du plaisir dans ces jeux-là, il faut des jeux exponentiels. Donc ça veut dire sans contrainte de production, de limites et de ressources. Et si vous projetez ce modèle-là dans des jeux, et si vous le projetez dans des jeux que vous vendez dans le commerce, c'est parce que c'est quelque chose qui existe dans la pensée collective. Et c'est ça qui est, et donc c'est dans cette relation-là. Et sans doute cette citation comme quoi l'humain ne s'amuse que s'il est dans une accumulation exponentielle. Je pourrais te donner les références, mais c'est sur des blogs de game designers, des publications de game designers. Quand on leur demande pour construire des jeux à moteur, des jeux de ressources, des choses comme ça, ils sont sur des de World of Warcraft qui sont apparues les unes après les autres. Il a toujours fallu redonner un intérêt aux joueurs d'aller refarmer le machin suivant. Et le problème, c'est que si jamais rejouer pour aller choper l'item suivant, le item suivant est de même qualité que celui d'avant, et donné que tu es obligé de toute façon, expansif, accumulatif, croissanteur, c'est le cas dans ces jeux. Dans ces jeux, il y a très simple. Ah oui. Et les jeux à but de rétroaction, ils sont rares. Et ils sont compliqués la plupart du temps parce que le joueur ne sait pas jouer en disant en fait, il ne faut pas que je sois le meilleur, il faut que je sois raisonnable. Et ça, le but du jeu, c'est d'arriver toujours par le premier qui ou celui qui a le plus de. Parce qu'il n'y a pas de dopamine dans leur autour. Voilà. Ça fait une très bonne transition avec la présentation d'Alexandre. Merci beaucoup, Tamara.
Donc le troisième, Excusez-moi si c'est possible de poser une question. alors, Vous m'entendez ou pas? oui, Oui, vous m'entendez? oui, tu veux poser une question? Oui. Oui, excusez-moi, j'avais une question par rapport à votre jeu précédent. Vous dites qu'il est testé depuis 2012. Mais du coup, ma question, c'est, alors, double question. Pourquoi vous dites tester et pas jouer? Et du coup, en découle, est-ce que vous l'avez depuis 2012 fait évoluer en fonction des retours que vous avez eus? Enfin, que vous avez vus? Oui, c'est joué. Je sais pas pourquoi j'ai dit tester. Voilà. Il n'y avait pas un gros concept derrière, quoi. Ok. Et oui, c'est surtout nous comment on le met en œuvre. C'est pas le jeu, mais enfin oui, c'est ça en fait. La méthode, on l'a vraiment beaucoup fait évoluer en rajoutant des choses pour parvenir à ce que les gens s'organisent ensuite post-jeu. On a rajouté plein d'étapes et aussi plein de choses dans les formations des animateurs. Voilà, je sais pas si je vais beaucoup développer parce qu'on pourrait en parler des heures, mais ouais, en tout cas, tout ça, tout le processus, il a beaucoup évolué, ouais. C'est plus sommaire, Ok, ça marche. plus expérimental Merci. aussi. Voilà, alors on va passer à Alexandre sur le troisième, pour la troisième intervention. Alexandre, je ne le connaissais pas avant de planifier cette session. Et je reçois un jour un coup de fil ou un mail, je sais plus. Voilà, l'un ou l'autre, en me disant j'ai vu votre invitation sur Uniagro, on m'a transmis votre invitation sur les C'est Myriam qui m'avait. Myriam, voilà, quelqu'un qui travaille à l'INRA, qui m'a transmis votre invitation. J'aimerais échanger avec vous. Voilà comment je suis rentré en contact avec Alexandre, donc qui est l'auteur du jeu Limite, qui paraît chez Ludonote ces jours-ci. Et il va vous expliquer, donc à côté de ça, il est ingénieur en recherche au CNRS, sur des sujets auxquels je comprends rien du tout. Et il va vous expliquer un peu son processus et pourquoi lui, c'était important de faire un jeu à thème sérieux. Il va vous expliquer le moteur qu'il a mis derrière et pourquoi est-ce que c'est important que ce soit publié pour être joué par tout le monde. Alors, bonsoir à tous. Alors, avant, et je me recentre, voilà. Je me recentre. Donc, limite. Donc, c'est à la fois un jeu sérieux et un jeu commercial. On a mis l'opposition de ces deux termes. En tout cas, c'est ce qui arrive dans la communauté des jeux et joueurs. On va opposer donc le jeu dit commercial avec peut-être un brin de mépris à ce niveau-là, au jeu sérieux avec peut-être aussi un brin de mépris parce que si c'est sérieux, ça doit pas être très amusant. Et le problème, c'est qu'en fait, on peut réussir à faire des choses qui sont intéressantes. Je veux dire intéressantes, pas forcément amusantes, même si quand c'est intéressant, je trouve que c'est amusant quand même, et qui marchent en fait, qui sont vraiment des jeux. Alors, effectivement, je suis un peu inconnu au bataillon parce qu'à la base, moi, je suis physicien. Donc là, vous avez eu un impact de laser sur du tungstène. C'est rigolo, ça a fondu tout autour. Et là, on s'est démarré, on avait fait une colonne à plasma, donc sous champ magnétique, mais quand on a mis des aimants sur les côtés, vous voyez, la colonne, elle est tordue. Donc c'est rigolo. Donc voilà, ça, c'est mon boulot, en fait. Et à côté de ça, je suis aussi designer de jeux. Alors, j'ai été président d'une association d'auteurs de jeux pendant plusieurs années où on a beaucoup de prototypes qui arrivent, on fait plein de tests, on les fait améliorer, on les porte autant que faire se peut jusqu'à la publication. J'ai pas tant de jeux que ça à mon actif parce que mon activité est en bruyère, mais je travaille avec plusieurs éditeurs et il y a ces jeux-là qui sont et qui vont sortir, plus d'autres qui sortiront plus tard. Et il y a un moment, j'ai eu une épiphanie écologique. J'ai découvert le rapport Meadows et le modèle World Tree. Il y avait des graphes. Moi, j'adore les graphes. Donc, je me suis dit, trop cool. Sauf que quand on regarde le graphe, il est tout rouge, c'est pas grave. Notamment la population, là, on se dit que ouais, il y a un problème. Il y a singulièrement un problème. Et comme les modèles, c'est quelque chose que je maîtrise et j'adore les jeux, ben, je me suis dit, allez, on va faire un jeu là-dessus, parce que j'ai envie que les gens ils connaissent ça. C'est pas normal que le modèle World Suite, que le rapport Meadows soit oublié depuis les années 70. Depuis les années 70, on aurait dû réagir. Spoiler, non. Et donc, il faut faire un jeu à ce sujet, c'était en 2010. Et donc, la publication est dans quelques jours pour vous dire qu'il y a eu un certain temps. Alors, et comme moi je suis physicien et que je ne savais absolument pas à qui parler, ben, je voulais vous faire un peu de physique. Pas de bol pour certains. Non, pour aller très très vite. Il y a un vrai lien entre la modélisation et le jeu. Et sur ça, on peut le montrer ici. On prend un modèle très bateau. Finalement, un modèle avec des variables, donc la population, la nourriture. Alors le slide est en anglais parce que je les ai reprises avant, mais la nourriture, le territoire et la pollution. Et on a des flux entre ces variables.
Et si jamais on laisse une simulation numérique tourner, on a des équations qui vont gérer de combien je perds à chaque instant de nourriture, parce que les gens les ont mangés, mais les gens ils les ont mangés, donc comme ils ont bien, ils vont pouvoir se reproduire. Mais tant qu'on a produit, on a la pollution qui a augmenté, mais la pollution elle va détruire les terrains qui vont certainement limiter la production, etc. On a tout cet enchevêtrement en fait d'équations différentielles, c'est ça qui est derrière le modèle World Tree et qui régit tout ça. Et si on fait tourner la simulation, bah on voit des trucs. Voilà. Donc on voit que là, il y a eu une explosion de bouffe, et puis après, ça s'est bien cassé la figure, et finalement, on a remonté la pente, et on est arrivé à un truc un peu stable. Et si on part sur certaines conditions initiales, et ben on voit qu'on a une explosion de population, et il n'y a plus rien. Donc, d'après ce modèle-là, dans cette constitution initiale-là, on est tous morts. Et oui, c'est qu'un modèle, hein, c'est qu'un modèle, et puis il manque des trucs dans le modèle. Hein. Alors, pour vous dire, le vrai modèle Wall Street, il y a, là, il y a 4 boîtes et quelques flèches. Le vrai modèle Wall Street, il y a 375 variables. Donc, c'est-à-dire que si jamais je vous avais mis les boîtes ici, il y en aurait sur tous l'écran partout. Et on n'arriverait pas à lire. Et donc, là où ça devient rigolo, c'est que peut-être qu'on peut agir à certains moments sur ce modèle. Peut-être qu'on peut changer une des variables. Par exemple, si on change le taux de pollution, c'est-à-dire qu'on fait moins de pollution quand on va générer notre nourriture. Eh ben, on s'aperçoit que selon quand est-ce qu'on le déclenche et l'impact sur ce taux de pollution, eh ben, on obtient des temps, des choses différentes. Si jamais on met 15% de réduction au temps numéro 300 en unité arbitraire de je sais pas quoi, on s'en moque, eh ben, ça marche pas. Et par contre, si on le fait suffisamment fort et suffisamment tôt, eh ben, finalement, on obtient un chouette taux de population. Et même si on généralise un peu, eh ben, on peut réussir finalement à faire un joli graphe avec combien on a de population, quand est-ce qu'on a fait cette action et quelle était la force de cette réduction. Et on voit que selon où est-ce qu'on est, ça va marcher ou pas marcher. Et c'est là où on arrive à extraire de l'information du modèle. Mais même des informations un poil contradictoires. Vous avez vu cette petite pente là? Ça, elle est un petit peu bizarre. Ça veut dire que si jamais on le réduit trop tôt, on va avoir plus de morts. Donc ça, c'est dû aux oscillations du système. On l'a fait au mauvais moment, entre guillemets, pas de bol. Donc ça, c'est un petit peu un artefact du modèle pour le coup. Toujours est-il que les modèles, en fait, c'est des choses sur lesquelles on peut agir pour extraire de l'information. Et c'est là où moi, ça m'intéresse. Parce que si on va du modèle vers le jeu, dans le modèle, qu'est-ce que je vous ai montré? Il y avait des variables, il y avait des équations, on a fait des simulations, on a fait des expériences sur ce modèle. Et ben, si on va de l'autre côté, les variables, on va les retrouver. C'est-à-dire qu'on va jouer avec des éléments du jeu qui seront la quantité de nourriture, la quantité de bois et de pierre à l'âge de pierre, par exemple, qui est un vieux jeu, et on va avoir les variables qui décrivent notre système. Les équations, en fait, c'est des règles du système. Quand je bouge mon unité à tel endroit, qu'est-ce que ça va faire? Donc, qu'est-ce que ça va changer sur les variables? Donc, si on reprend nos équations et qu'on les remet en règle, on va pouvoir régénérer le système, et le système, c'est en fait le jeu. La simulation, c'est l'histoire qu'on est en train de faire, et les expériences, c'est en fait les actions que les joueurs vont prendre sur le système. Donc, en fait, la modélisation et finalement le travail scientifique sur la modélisation et faire une partie, c'est extrêmement similaire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu aller reprendre le modèle Wall Street. Alors, de 375 variables, on est arrivé à 7 variables. Donc, autant vous dire que la précision du modèle et ses aspects quantitatifs, on oublie. Par contre, sur les aspects qualitatifs et sur les aspects émotionnels, parce que le jeu est un vecteur à émotion, là, on va pouvoir porter quelque chose. Et donc, là, je résume un de mes deux objectifs. C'est d'amener finalement, alors je vais dire la phrase, un de mes objectifs est d'amener le plaisir et la compréhension d'un scientifique qui conduit ses expériences, donc mon kiff en tant que scientifique, à un joueur qui joue. Et si on arrive à générer ce plaisir, on va générer le vecteur émotionnel qui vont faire que les gens vont avoir envie de venir jouer. On ne peut pas forcer quelqu'un à jouer. Et donc, si on arrive à faire ça, là, on va pouvoir le mettre dans l'ambiance, dans le savoir qu'on veut essayer de lui faire passer. Le deuxième objectif, je l'ai dit au début, c'est de parler du modèle Wall Street, de parler des limites de notre planète et que les gens comprennent que ce système est terriblement complexe, certes, mais il y a quand même des grands dessins qu'on peut essayer de mettre en balance les uns les autres et de comprendre comment ça marche. Alors, je m'arrête là pour la physique, j'espère que vous n'êtes pas mort, je ne crois pas. Et j'ai choisi d'axer la suite de la présentation sur la façon dont j'ai vécu et j'ai fait le développement de ce jeu. Donc depuis 2010, autant vous dire qu'il y a eu des versions. Je crois que sur mon ordinateur, j'ai signé le contrat avec l'éditeur à la version 26. Et ce qui est pénible, c'est que c'est pas juste 37 cartes. Donc quand on fait une version de jeu, à chaque fois, il faut réimprimer, machin, c'est super.
À partir du moment où on a signé le jeu, il y a eu encore 4 ans de développement avec l'éditeur. Preuve que l'éditeur, c'est pas juste quelqu'un qui va vous imprimer, vous faire des boîtes et les mettre dans les magasins. Non, 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 non. Il se passe d'autres choses qui vont améliorer le jeu sur différents domaines. Je réserve la présentation du jeu pour quand on le fera tourner. C'est pas forcément nécessaire. On va se focaliser sur l'éditeur. Là, je vous ai montré donc à la version 26. Donc là où j'étais assez fier de moi en vrai, parce que le jeu était propre, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'artefacts de perception et d'artefacts de prototype qui venaient perturber l'expérience. En gros, on ne disait pas il y a une faute sur la carte machin pour la faire très courte, mais il y avait d'autres problématiques. Donc ça, c'était ma version 26, et ça, c'est la version militaire que vous allez avoir. Il y a plein de choses à remarquer. L'iconographie est bien meilleure, même si là, il vous manque des petites icônes parce que le PDF a mal pris. Il n'y a plus de texte. L'image est mieux choisie. La carte est plus agréable à regarder. Et tout ça, en fait, on est entre le design et l'ergonomie. Et ça, l'éditeur, il a passé 1 an sur le jeu à bosser le design et l'ergonomie. Et en vrai, on dirait pas, mais c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'un joueur va arriver devant le jeu et va littéralement savoir quoi faire, rien qu'en voyant le matériel. Donc, ça veut dire que le facilitateur, il envoie sa vie facilitée, pour le coup, et le joueur, il n'a pas trop peur. Parce qu'il voit où il va, en fait. Alors, un autre élément qu'on a beaucoup, que l'éditeur apporte, en fait, il apporte aussi du game design. Il fait pas que faire des jolis dessins et faire des jolis des aspects. Donc là, vous avez le plateau du joueur, donc tel que à ma version 26, j'étais très fier de moi, et tel qu'il en est là maintenant. Ouais, c'était propre. C'était moche, mais c'était propre. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas arriver à dire aux joueurs, vas-y, viens jouer. On peut pas déclencher l'acte d'achat. Parce que l'éditeur, c'est ça qu'il cherche. Il cherche parce que quand la personne voit le jeu, elle a envie de l'acheter. C'est-à-dire que sans qu'on lui ait dit de quoi on parle, de quoi il s'agit, etc., elle voit le jeu, elle fait chouette, j'ai envie d'essayer. Et ça, si on n'a pas le design, donc oui, les jolies images, ça marche pas. Parce que là, vous n'avez pas envie d'aller jouer à ça. C'est pas possible. Donc, c'est quoi la différence entre game design et design? Design, ça va être les aspects graphiques de la pure illustration jusqu'à l'iconographie, l'organisation de cette iconographie, l'organisation des aspects visuels. Un designer, par exemple, ça va être un créateur d'affiches. On ne crée pas une affiche n'importe comment. Typiquement, on lit en Z quand on lit une affiche. Et ça, si tu le sais pas, et que tu crées une affiche, elle va être illisible en vrai. Enfin, si, elle va être lisible. Les gens, ils vont se dire, attends, elle est où la date? Non, c'est pas comme ça que ça va marcher une affiche. Une affiche, on la regarde, ouais, le 30 janvier, il y a ça, c'est cool. Et c'est comme ça que ça va marcher directement. Et l'éditeur, entre guillemets, il a pas le temps de niaiser. Parce que lui, il va falloir qu'il les vende, les boîtes. Et donc, il va être hyper efficace sur ces aspects-là. Et donc, le game design. Et le game design, par exemple, ici, on avait des petits bonhommes, on en a 5, qui sont tous là au départ. Et ça, c'est le niveau d'éducation, et ça, c'est la quantité de population. Et donc, ça faisait une fonction de distribution. Donc moi, j'adore les fonctions de distribution, c'est trop cool, ça décrit super bien les choses, mais il y en a 3 qui ont eu des yeux qui ronds comme des billes. C'est un aspect mathématique des choses, très bien. Et mon éditeur m'a dit, Alexandre, t'es gentil, mais ta fonction de distribution, tout le monde s'en cogne. Donc on est passé à une fonction de distribution cumulative ici, avec des niveaux de vie ici qui avancent et qui ne peuvent jamais se dépasser. Et donc on a changé la forme de la modélisation de ce truc-là. Mathématiquement, je suis OK, ça revient à la même chose, ça fait plus peur aux gens, et ça, c'est aussi partie des game design. J'avais un calcul hyper compliqué pour récupérer la moyenne de la fonction de distribution. Parce que comme ça, c'est la richesse de la population, la moyenne, elle est hyper importante. Si elle est très très basse, ça veut dire qu'on est en train de manger des carottes, on est en train de manger des patates et de creuser des cailloux. Si elle est hyper haute, ça veut dire que c'est nul, pour la faire très simple. Donc j'avais plein de règles à la compliquées, dont il y avait une page de règles, et il m'a dit, mais Alexandre, on pourrait pas prendre juste cette ligne-là? Et là, j'ai réfléchi, j'ai fait, t'as raison, c'est la médiane, ça marche aussi. Et donc, il m'a changé ma règle du jeu parce que lui, il s'était mis non pas à la place du modélisateur que je suis, qui adore sa fonction de distribution parce que c'est trop cool, il s'est mis à la place du joueur qui allait en chier avec la fonction de distribution. Et donc, il a dit, on va faire ça différemment. Et le modélisateur, il a dû mettre un petit peu dans son vin, accepter, etc. Mais il n'empêche que là, les gens, on leur explique en 3 secondes 5 et ils comprennent. Et donc, il y a aussi dans le game design, en gardant le sens. Alors ça l'a fait tiquer un petit peu. Pour la première fois, il s'est posé ce genre de questions. C'est-à-dire que, est-ce que cette règle est bonne pour le jeu? Est-ce que ça met bien en balance les différentes prérogatives des joueurs? Est-ce que ça met bien en balance, est-ce que ça respecte l'équilibrage du jeu? Est-ce que ça ouvre des stratégies? Est-ce que c'est game? Ok. Mais moi, je lui ai dit, d'accord, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au niveau modélisation, on n'est pas en train de raconter du caca?
est-ce que c'est quelque chose de pertinent à mettre dans le modèle? Et toutes ces questions-là, ils les avaient pas. Et donc, il a fallu garder à côté la partie sérieuse. Alors, j'ai de la chance, il était de très bonne composition, il avait envie de parler ça, donc c'est pas des questions qui l'ont freiné, bien au contraire. Et donc, il a fallu faire du game design tout en étant respectueux du modèle, mais en pensant aux joueurs. Parce qu'ils n'ont pas à galérer pour faire notre jeu, sinon ils n'ont pas envie de le faire. S'ils n'ont pas envie de jouer, bah, faut pas les forcer. S'ils vont peut-être les payer. Pardon, c'était un deuil. Alors, l'autre truc qu'apporte l'éditeur, et là, c'est, en fait, c'est la production. Donc, c'est-à-dire que Limite, alors j'ai eu beaucoup de chance, soyons très clairs, Limite va être produit à 15 000 exemplaires et distribué en 8 langues dans le monde. Parce qu'un éditeur, si jamais il fait 3 boîtes, eh ben, il n'est pas rentable. Parce que ça veut dire que son proto va lui coûter 160 balles, il peut pas vendre le jeu 160 balles, faut pas exagérer. Et donc, dès qu'il veut réussir à faire du chiffre, parce on parle d'un commercial, hein, quelqu'un qui a une boîte, quoi, eh ben, il faut monter le nombre de boîtes pour arriver à faire des économies d'échelle. Et tout ça n'est faisable que si on a fait tout le travail en amont, parce que les boîtes, il faut les vendre. Alors, cette question-là, elle est méchante. Donc, est-ce que c'est un jeu sérieux? Déjà, j'ai fait un comparatif auquel on va faire appel. Donc, vous allez retrouver des choses qui ont été dites juste avant, évidemment. Donc, déjà, dans un jeu sérieux, il y a un facilitateur de jeu. Il y a une session de débrief, on mesure son impact, et dans les impacts, justement, il y a un problème de diffusion qui est très lent. Donc, ça a été évoqué avec Claude, parce que atteindre le niveau N+2 en Colombie, c'était bien ça. Ça vous a pris des efforts, pour dire ça gentiment. Et il y a un autre souci qui là est plus un souci éditorial, il y a peu ou pas de rejouabilité. Alors maintenant, les jeux sans rejouabilité, ça existe, mais je pense aux Unlock par exemple, mais c'est plus rare quand même. Et à l'opposé, le jeu commercial, c'est rigolo parce qu'en fait, les avantages des uns sont les inconvénients des autres directement en fait. Donc, un jeu commercial, le joueur doit être indépendant, c'est-à-dire qu'il va dans le magasin, il chope la boîte, il lit la règle, il se débrouille. Il y a personne. J'ai essayé de le mettre dans les boîtes, mais il y a trop de boîtes, 15 000 boîtes, ça fait beaucoup de morceaux. Il n'y a pas de session de débrief, comme il n'y a pas de facilitateur. Donc ça veut dire qu'on est en discussion libre. Donc ce qui veut aussi dire qu'on n'a pas de mesure. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que les gens vont penser du jeu, si ce n'est ce qu'ils mettent dans les forums, à gauche, à droite, j'en sais strictement rien. Par contre, il y a deux avantages, c'est qu'on a une diffusion qui est massive. Donc je parle de 15 000 exemplaires, ce qui n'a rien à voir avec les 100 parties qu'il y a eu des jeux que vous avez présentés. Et souvent, en tout cas, il y a une autre jouabilité, c'est-à-dire que c'est un jeu, et ça participe à la diffusion, c'est un jeu qu'on va pouvoir refaire et recréer. Les jeux à poteau rose, comme sont souvent dans les serious games, il y a un truc à découvrir, et quand on l'a compris, c'est bon, on a compris, on n'a plus besoin de jouer quelque part. C'est difficile à vendre, sauf le lot, par exemple, dans les jeux commerciaux. Et donc, ça me fait, alors, je révise un petit peu mon avis, parce que je vous ai écouté quand même, et je suis bien conscient de ma naïveté quand j'écris ça. Donc ici, on a un impact fort et contrôlé sur des personnes choisies. C'est quand on fait peu de parties, il faut choisir les bonnes personnes, sinon ça sert à rien. Là, ici, moi, je vais avoir un impact faible et incontrôlé mais par contre, sur beaucoup, beaucoup de gens. Donc, quelque part, en fait, si jamais je dois toucher le député de la mienne, en vrai, il est possible qu'on touche le député de la mienne par son petit-fils, ou par son grand-oncle, ou je ne sais pas qui. Mais j'en sais strictement rien. Donc, ici, il y a vraiment, comme limite, comme Daybreak, quelque part, est un des essais relativement récents dans le monde du jeu de société. C'est la première fois que des serious games ont vraiment des velléités commerciales. Et ben, ce genre d'impact, on sait pas trop. Peut-être que ce sera super cool et que ça va compléter complètement ce qu'on avait, parce que si le jeu il est hyper connu à la base et que le député il en entend parler, qu'on dit viens faire une partie, ça va peut-être connecter un peu du haut vers le bas et du bas vers le haut. Peut-être que ça n'en aura aucun impact. J'en sais fiche rien. En tout cas, il y a un éditeur qui a bien voulu tenter l'aventure avec moi. Et ça, c'était vraiment cool. C'est la Covid. Alors, ceci étant, maintenant que je suis allé vers le jeu commercial, que la boîte existe, je essaie de revenir un petit peu vers le serious game. Et ça a ouvert des portes un peu étranges. Alors, l'événement multitap, parce que le jeu le permet, et j'ai trop envie d'animer des 4 tables en même temps avec des ambassadeurs entre les tables et de faire un monde encore plus gros, parce que ça a juste l'air trop fun. Bon, ensuite, j'ai été contacté par des chercheurs qui veulent utiliser cette vision de limite et du monde pour mettre en avant le fait que le monde est un problème multifacteur, et donc ils veulent le mettre dans leur cours. Je sais pas comment, je sais pas
comment ça va se passer, parce que le jeu, il fait quand même 3 heures chez les débutants. Donc, dans une session de cours en terminale, ça ne va pas passer. Moi, ça nous rend plus qu'un cours classique. Comment? Ça nous rend plus qu'un cours classique. Oui, ils ne sont pas 3 heures. Voilà, là, on est en train de, alors, pour dire le spoiler, on est en train de travailler avec l'éditeur sur une version ramassée de Limite qui tiendra en 45 minutes. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas bien, mais on a bien conscience que là, il y a un échec. C'est que Limite est un jeu expert. Et si je veux avoir une diffusion qui passe la barre des 100 000, ça doit être un jeu familial. Ça, typiquement. Terrystories est un jeu familial. Mais le problème, c'est que tu vas sacrifier des choses. C'est-à-dire que la versatilité du jeu sera moindre, le nombre de variables sera moindre. Est-ce qu'on va réussir sans perdre le sens? C'est une vraie question. Je suis en train de rédiger un livret explicatif parce qu'à défaut de mettre 15 000 petits bouts d'Alexandre dans chacune des boîtes, je vais essayer de mettre un petit livret en plus qui détaille un peu plus ce qu'on a voulu mettre dans le jeu, pourquoi c'est là, ce que ça veut dire. C'est en cours de rédaction. Et le truc trop cool ici, eh ben, le jeu va être porté sur Board Game Arena. Je ne sais pas si vous connaissez Board Game Arena, mais c'est un gros site sur lequel on peut jouer aux jeux de société en ligne. Donc, c'est des vrais jeux de société, mais on clique sur sa souris pour balancer une carte, jouer un jeton, etc. Et tous les jeux du commerce, en fait, les jeux du commerce à succès ont souvent leur portage sur Board Game Arena. Et Limite va avoir le site. Et je me suis arrangé avec Board Game Arena pour récupérer toutes les datas des parties. Et ça, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il y a des... Quelle est la partie la plus jouée? Quelles sont les parties qui font les débutants? Est-ce qu'il y a une solution au jeu? Parce que comme le jeu représente le monde, j'aimerais bien savoir s'il y a une solution à notre monde. Ça m'arrangerait aussi, en tant que papa de 2 enfants. Il y a aussi, j'ai déjà vu des joueurs qui jouaient à Limite qui étaient extrêmement idéalistes. Bobo Sarwell qui plante des arbres, pour la faire très caricaturale. Et après 3-4 parties, ils ont commencé à faire 2-3 tanks. Parce que, à force de ressembler à un gros jambon et de se faire défoncer par le premier militaire qui vient, on est obligé de... Donc ça, j'ai déjà vu cette transformation-là des joueurs. Maintenant, ce que je veux avoir, c'est quelqu'un qui est un va-t-en-guerre, quelqu'un qui est agressif au possible. Est-ce qu'après quelques parties, il arrête? Est-ce qu'il est capable de mettre un peu d'eau dans son vin et de changer sa mentalité? Et là, dans les données, on va avoir aussi accès alors non pas aux identifiants réels, où ils sont hachés les identifiants, donc ce sera des identifiants positifs, mais je vais pouvoir suivre les trajectoires des joueurs. Et ça, c'est aussi d'un point de vue sociologique, ça peut être, mon Dieu, je suis physicien, je dis ça, j'ai besoin d'aide, hein, clairement, pour répondre à ces questions-là, mais d'un point de vue sociologique, ça me semble hyper intéressant. Et je crois que j'ai terminé, et j'ai même pas mis merci de m'avoir écouté. Mais merci de m'avoir écouté. Donc, il y a une ou deux questions pour Alexandre. Anne? Oui, en fait, merci. Déjà, bravo, ça fait super envie de jouer, c'est pas mal. Et, On peut jouer à 6, donc on va faire une table de 6. après, je vais savoir finalement quelle est la question que je vais poser avant que tu me parles de Board Game Arena, c'était à quand un jeu vidéo? Dans quelle mesure est-ce qu'il est difficile? Quelles sont les contraintes pour passer de ce stade jeu de plateau à jeu vidéo? Et du coup, est-ce que Board Game Arena est une espèce d'étape intermédiaire vers un jeu vidéo? Voilà. Alors, petit 1, la question est-ce que c'est difficile? Non. C'est 6 mois de boulot et 10 000 balles. En tout cas, c'est ce qu'a payé je sais pas, moi je les ai pas, mais c'est ce qu'a payé l'éditeur pour avoir un portage vers le Board Game Arena. Parce que Board Game Arena, c'est pour faire un vrai jeu vidéo, du coup. Là, c'est notre paire de manches là. Il faudrait regarder chez Direwolf qui font des applications de jeux. Je pense à Dune Imperium, je pense à Root, je pense à Terraforming Mars, qui ont fait leur propre application hors Board Game Arena. Et je pense qu'il va falloir faire x5, Oui. voire x10. Mais là aussi, ce que tu cites, c'est encore des portages de jeux avec la même s'il y a un boot où il y a on peut faire jouer des robots qui jouent suffisamment bien au jeu quand on est tout seul, mais c'est un portage, le jeu reste avec le même design et les mêmes choses. En faire un jeu vidéo autonome qui exploiterait les mêmes modèles du rapport Meadows et tout, là, c'est une autre paire de manches et ça se compte alors c'est une très grosse branche des jeux sérieux, on le disait au départ, hein, mais ça se compte les investissements en centaines de milliers d'euros. Et comment ça se fait que personne n'est pensé à le faire, quoi? Quelque part, civilisation. Civilisation, il y a plein de... C'est pas mal inspiré. On en a pas parlé, mais le scoring a été une tannée à faire. Civilisation. Et Civilisation nous a beaucoup aidé à... Civilisation, c'est un jeu qui était un jeu de plateau dans les années 80, qui est devenu un jeu informatique ou inspiré, qui a connu plusieurs versions, qui en est à sa 7e ou 8e version informatique, qui est revenu une version jeu de plateau, parce qu'il y a beaucoup en ce moment d'adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau. Voilà. Et donc, il y a une espèce de boucle. Mais le premier, il date de 1981 ou 82, le premier
qui était un jeu de civilisation avec des arbres par contre qui étaient déterministes d'évolution. Mais moi, je voudrais parler un peu de ça. On nous demande, nous, mais votre problème, c'est monter à l'échelle. Allez-y, allez-y, passez sur Internet. En fait, non. Pourquoi? Parce que nous voulons, nous, utiliser le jeu comme un véhicule de dialogue démocratique. Il faut que les gens puissent s'approprier absolument le modèle et y avoir un accès complet. À partir du moment où je mets un ordinateur dans la salle, le doute est, mais en fait, c'est quoi les paramètres que tu as mis dans ton ordinateur? Donc, nos jeux sont analogiques. On a exclu l'ordinateur de la salle pour que les gens puissent vraiment s'approprier absolument le modèle, pour qu'ils n'aient plus besoin de faire confiance aux facilitateurs et qu'ils aient la capacité à faire confiance au modèle. Oui, mais ça, c'est parce que tu es en stratégie. Là, je pense que plus dans un côté plus éducatif, pédagogique. Alors, il y a autre chose qui vient en vous, c'est que Board Game Arena va marcher que si limite marche en vrai. C'est-à-dire que c'est d'abord des joueurs qui connaissent le jeu en vrai, qui vont ensuite, parce que ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les potes, etc. Parce que la partie fait 3 heures quand même. Si dès qu'on va sur ordinateur, comme il n'y a plus de manipulation, tout de suite on tombe à une demi-heure, 40 minutes. C'est pas la même chose. Et donc, ce sont des gens qui connaissent le jeu, et ça sert surtout à densifier le nombre de parties. En fait, ça va me servir qu'à ça. Et les vraies interactions du dilemme du prisonnier, parce qu'en fait, en vrai, une minute, c'est un énorme dilemme du prisonnier. On devrait commencer à dire comme d'habitude. Oui, non, il y a quasiment que ça, en vrai. Et donc, ce dilemme du prisonnier, si tu ne le résous pas en se regardant droit dans les yeux, à savoir si tu vas me trahir ou pas, eh ben, tu le résous pas vraiment. C'est sur Internet. On a fait un développement pendant le Covid sur TTS, Tabletop Simulator, parce qu'on ne peut pas se voir, etc. Et ça m'a drivé, donc ça m'a mené sur une fausse piste de développement. Parce qu'en fait, j'ai commencé à résoudre des problèmes qui étaient en fait des problèmes dus aux médias Tabletop Simulator, plus qu'aux médias tableau de jeu. Donc, ce qui veut dire que quand on fait un portage, faut pas s'attendre d'avoir la même expérience en vrai, parce que à minima, il manque quand même tout un pan de la communication entre les joueurs. Alors, c'est super intéressant. Il y a plein de choses à lire. Allez, dernière question. Allez. Oui, moi j'ai une question. Non, mais les questions en ligne, on va être obligé de les prendre parce qu'après, je vais être obligé de couper. Écoutez, oui. On va commencer par la question en ligne et on finira par là. Allez-y. Oui, merci. La question, c'est combien de personnes jouent au jeu et quelle est la durée du jeu? Alors, on va de 1 à 6. Si c'est dans ma configuration préférée, parce que là, on peut refaire plein de trucs, c'est trop génial. Un joueur, on l'a mis parce que ça a été demandé par les joueurs. On n'est pas hyper le plus fier du monde de notre mode solo. C'est plus un mode tutoriel pour apprendre le jeu en vrai. Et ensuite, la durée du jeu, sur une partie de 4 néophytes, il faut compter 3 bonnes heures faciles. Et une fois que les joueurs connaissent bien le jeu, qu'il n'y a plus de problème, on peut tomber à 2,15, 2,30. D'accord. Ce qui est gros pour les jeux de commerce. C'est vraiment ce qu'on appelle des jeux experts. On est vraiment dans cette dynamique. Et d'ailleurs, ce soir, on fera 2-3 tours, hein. On fera pas faire toute la partie. Vous avez une question, une dernière question? Et après, on va continuer autour d'un verre. Oui, on parle de jeux de stratégie, de jeux de d'avenir. Il y a des jeux collaboratifs maintenant. Bien sûr. De plus en plus. Le premier, c'était Pandémie. Et je vois que quand j'y joue, les gens sont beaucoup surpris. Parce que jusqu'à là, on a expliqué dans notre modèle, il faut battre l'autre, il faut être meilleur que l'autre, il faut gagner quelque chose de récompense, alors que là, c'est simplement travailler ensemble. Alors, la plupart des jeux sont des aspects capitalistes parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, le premier A ou avoir le plus 2, c'est le but du jeu dans la grande majorité des cas. Il existe des jeux donc où on va avoir des boucles de rétroaction qui font qu'être le plus A ou avoir le plus 2 est pas si facile que ça. Et il y aura des jeux qui seront donc des dilemmes du prisonnier. On va avoir une limite commune qui vont tempérer cet aspect avoir le plus 2 ou être le premier A. Et en dernier point, on aura les jeux full collaboratifs où on aura juste à faire le max ensemble. Dans toutes ces différentes gammes, le problème du jeu collaboratif full, il y a deux écueils. Il y a l'écueil du mal alpha et l'écueil du poteau rose. L'écueil du mal alpha, c'est quand un mec est intelligent, qui voit le jeu, il dit bon, là je peux faire ça, ça, ça et ça. Le problème c'est qu'il a raison. Il a raison. Oui, Pandémie c'est ça. Il a ce et il a raison. Toi en tant que joueur, tu peux pas trop lui dire bah non, parce que et donc ça c'est un des premiers défauts de ce genre de jeu, qui est contrable par d'autres type de game design, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et le problème poteau rose,
bah, c'est que ça, c'est un peu le problème de Daybreak quelque part, je trouve, ce n'est que mon avis. C'est qu'une fois qu'on a compris ce qu'il fallait vraiment faire, c'est quoi le message caché du jeu quelque part, pour faire réussir la partie, eh ben, si on refait une partie, on va le refaire et puis ça a marché, merci, au revoir. Et là, encore une fois, le choix qui fait le jeu vient de disparaître. Donc, je dis pas qu'il faut pas des jeux collaboratifs, mais je dis que je préfère largement l'étape juste au-dessus, le jeu avec le dilemme du prisonnier, qui force donc une collaboration parce que on voudrait avoir le moins de désagréments possible commun, mais avec la compétition locale qui permet de rajouter cette tension entre les choix. Dans ce que vous allez pouvoir tester ce soir, vous avez un collaboratif 100%, un deuxième collaboratif 100%. Donc, Daybreak est un collaboratif 100%. Il Circulo aussi. Le Terry Stories, il y a une dimension collaborative et une dimension objectif personnel. Et on trouve exactement la même chose dans Terra, qui est un jeu, qui est basé plutôt sur les interactions entre les joueurs, parce que c'est un jeu d'un auteur très connu qui s'appelle Bruno Feduti, qui a fait ça pour une association il y a une quinzaine d'années, et qui lui, on vous pose des crises, on vous accumule des crises au milieu. Si vous voulez gagner, il faut prendre le temps de les résoudre au milieu, sinon tout le monde se crache. Et puis, il y a limite aussi. Hein? Il y a une limite aussi. Et il y a limite, qui est un compétitif, en dilemme du prisonnier. Et donc, du coup, on va jouer pendant le jeu. Eh ben, on va voir en fonction de comment vous voulez vous répartir. Tu en feras qu'un tout à l'heure, mais si vous voulez essayer limite, parce que c'est quand même l'occasion avec l'auteur et tout, il peut y avoir 6 personnes, et puis après on se répartira. Moi, il Circulo, si vous voulez essayer des breaks, je peux les. Enfin, voilà. Non, mais j'ai pas prévu de répartition spécifique. On va commencer par boire un coup. J'avais 2 choses, je vous ai mis pour conclure. Allez voir le site de Gamae si vous êtes intéressé. La Société des auteurs de jeux, qui est la société française, l'association française des auteurs de jeux, où il y a plein d'infos sur la création, sur ces choses-là. Et pour ce qui est de, ce que je vais faire, c'est vous envoyer un PDF de l'ensemble du PowerPoint à tout le monde, comme ça, ce sera bien. Et il y a 4 livres, dont celui-là et celui-là sont disponibles gratuitement en version PDF. Celui-là qui a été écrit par les gens de Gamae sur jeux de plateau pour l'agriculture et le paysage. Et en fait, c'est un guide général du jeu sérieux pour qu'il soit pas emmerdant. Hein, c'est ça, Alexandre? J'ai trouvé énormément de conseils que je donnais aux auteurs de jeux débutants qui venaient de notre association. Mais vraiment énormément. Donc, ça, c'est une production du Commode qui dit comment est-ce que on met la place d'observation dans le jeu sérieux et comment on fait la capitalisation, quelles sont les formes que ça prend. Ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses là. Et là, c'est des auteurs qui ont pris les mécaniques des jeux du commerce pour voir comment les utiliser dans les jeux sérieux. Et le dernier, c'est un sociologue qui s'appelle Henri Kermarek, qui a écrit un ouvrage qui sort chez Justice, qui s'appelle Ce n'est qu'un jeu, et qui justement fait des discussions autour de la dimension politique du jeu, et ce que je vous expliquais sur le cercle magique, sur sa porosité ou pas, et comment le jeu dit des choses de notre société, ou des relations que l'on crée, ou des dynamiques que l'on veut entretenir. Voilà. Je regarde la télé, Netflix et Twitter. Je me saoule à l'instinct, là moi comme un fixe. Une photo de toi où tu prends des risques. J'ai perdu le foie, la foi dans l'alcool. J'ai noyé le moi dans de l'éthanol. Je me sens dans un livre de Lewis Carroll. Faut que ça s'arrête, net. Moi je cours sans recours à l'amour. Assis dans le parc, je regarde le lac qui me reflète mon image en feedback. Un canard malicieux me regarde dans les yeux, plonge dans la mare et efface joyeux l'image de moi qui m'attaque et me flatte. Je rentre me coucher, il est 7h du mat.
vraiment trop chaud. Ça pue là sur la piste et le clodo. Un mec un peu louche ramasse un gros mégot. Je fais le vœu de me sauver de moi.